J'ai bien aimé un dialogue de Platon qui s'appelle le Philèbe, qui m'inspire particulièrement, et je crois que je vais m'en occuper particulièrement. C'est peut-être pas le plus connu, mais il m'inspire. Et il m'inspire des réflexions sur la démarche prêtée à Socrate, parce que elle va assez bien dans mon sens, dans le sens que finalement, notre mode de fonctionnement mental est duel. Que les astrologues n'arrivent pas à comprendre. On propose 12 possibilités ou 4 possibilités, 4 éléments, 12 signes, tant de planètes, etc. Et moi je dis qu'au bout du compte, on ne s'intéresse qu'à la dualité. Et donc, cette façon de complexifier le discours n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est un des travers de beaucoup d'astrologues. Parce qu'à partir du moment où ils se complexifient, déjà, les gens sont largués, les clients sont largués, et ils ne savent même plus de quoi on parle. Un astrologue qui raconterait... parce que tout simplement, nous avons été élevés dans la dualité, et nous ne sommes pas intellectuellement prêts à maîtriser ces notions des 12 signes, des X planètes, etc. Ça ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement mental. Donc, demander aux clients de rentrer dans cette, ou aux élèves d'ailleurs, de rentrer dans cette problématique complexe, c'est déroutant pour tout le monde. Et donc, en lisant le Philèbe, entre autres, je note que Socrate est tout le temps en train d'être dans la dualité. Le bien, le mal, le grave, l'aigu, le chaud, le froid, etc. Tous les exemples qu'il donne sont de cet ordre-là. Et je crois qu'il faut en tenir compte, il faut en tirer des leçons. À savoir que finalement, la philosophie, mais même tout simplement notre mode de fonctionnement mental, il fonctionne sur une base duelle. C'est pas sur une base plus complexe que cela. Et donc, il y a une chose et son contraire, par exemple. Je lis le filet comme ça, au hasard. L'aigu, le grave, le vite et le lent, le limité et l'illimité, le parfait et l'imparfait, etc. Il y a constamment cette linguistique de l'opposition, des antagonies, des antonymes, elle est constamment là. Et souvent, sa démonstration est fondée sur ces antinomies. Voilà, le plus chaud, le plus froid. Le plus sec, le plus humide. Le plus abondant, le moins abondant. Le plus rapide, le plus lent. Le plus grand, le plus petit. Le plus et le moins. Et je crois que l'argumentation, bon, c'est un peu trop tôt parce que je n'ai pas relu suffisamment les dialogues de Socrate par Platon, mais je pense que nous tenons là un point très important, à savoir que la philosophie platonicienne est une philosophie de la dualité, de toute façon. Et qu'elle nous invite à réfléchir sur cette base-là, sur ces binômes, sur ces oppositions, qui sont aussi l'opposition entre nouvelle lune et pleine lune, entre l'automne et l'hiver. Nous n'en sortons pas de ces oppositions. Alors quand on nous pose, on nous dit il va y avoir 4 ou 10 ou 12 possibilités, on est complètement largué. Il faut aussi le dire, c'est que le langage de l'astrologue est beaucoup trop compliqué. Lui-même, d'ailleurs, est-ce qu'il s'y retrouve, j'en sais rien. Mais il a introduit des nuances, des distinctions, des différences qui sont tirées par les cheveux. Ça me fait penser
à ces Esquimaux qui avaient 36 mots pour désigner des choses que nous on désigne à peine par un mot. C'est un peu la même chose, l'astrologue, une sorte d'Esquimau qui coupe les cheveux en quatre, qui démultiplie les notions pour que tout le monde ait du travail. Je veux dire par là que, ben oui, parce que finalement, euh, le grand problème, alors là je saute du coq à l'âne, mais pas vraiment. Il y a tellement de planètes, tellement de facteurs, que si on se met dans la tête, dans l'idée que chaque facteur doit avoir une signification qui lui soit propre, on va multiplier les significations. C'est ça aussi le cercle vicieux des relations incestueuses en quelque sorte entre l'astrologie et l'astronomie, c'est que l'astrologie se voit contrainte de complexifier le langage pour que tous les facteurs astronomiques aient quelque chose à dire, qui leur soit propre. C'est un petit peu ça le deal. Et cette complexification, on pourrait toujours dire qu'elle a une certaine vertu, puisqu'elle contribue à la complexification de notre langue, à sa richesse, à sa diversité. Tous ces synonymes. Et, on peut penser que l'astrologie est malade de ces synonymes, qui n'en sont pas d'ailleurs, enfin qu'elle ne reconnaît pas comme tels. Mais on finit beaucoup. Finalement, ce qu'on dit sur la dialectique bélier-balance, ou gémeaux-sagittaire, ou même dans scorpion, ça revient à peu près au même, ce sont des synonymes. Mais dans chaque cas, il y a une dualité, de toute façon. C'est une dualité comme une autre. Mais c'est quand même une sorte de... C'est quelque chose quand même qui est tout à fait pléthorique, qui est tout à fait boursouflé, que cette complexité sémantique du langage astrologique. Mais il faut se constater qu'effectivement, nos langues elles-mêmes sont complexes. Là, j'ai donné des exemples simples, mais il y a souvent des qualificatifs qui sont plus ou moins semblables à d'autres qualificatifs, d'où la notion de synonymie, qu'on peut d'ailleurs étendre, et qui fait que quand on a décanté toutes ces synonymies qui se ressemblent et qui avaient quelques petits éléments de différence, et bien finalement, on arrive à quelque chose d'extrêmement simple. On s'aperçoit que cette complexité, elle est plus ou moins fictive. Et c'est la même chose pour l'astrologie. Il y a des complexités qui sont fictives, c'est-à-dire qui disent la même chose, mais autrement. C'est toujours le même récit, le même discours, la même dialectique, la même polarité, mais chaque fois un petit peu autrement, avec des mots différents. Et puisque ce sont des mots différents, les gens pensent que c'est des choses différentes. C'est une forme d'imposture. Donc, je ne me lasse pas de lire le Philèbe, parce que, une chose par exemple que j'ai beaucoup aimé, il parle de l'un et du multiple. Moi, je reviens tout le temps là-dessus, personnellement. C'est-à-dire que c'est le 1 et l'infini, quelque part. Ça intéresse beaucoup Socrate. Finalement, quand nous apprenons à parler, nous apprenons un nombre considérable de mots. Et ces mots, finalement, souvent veulent dire la même chose. Et certaines personnes sont tellement attachées à leurs mots, au travail qu'a constitué le fait de fixer un sens à tel mot, que dès qu'on emploie des mots différents, ils sont persuadés qu'on dit des choses différentes. On dit, ah oui, mais ce mot-là, ça veut dire ça. Alors, ils sont tout le temps en train de spécifier, de préciser le sens de tel mot, de le cristalliser, et ils nous interdisent en quelque sorte de nous les considérer comme des synonymes. Alors, si on emploie ce mot-là à la place d'un autre, alors là, attention, c'est sacrilège. Voyez-vous ? Donc,
il y a une espèce de résistance à la dualité qui est du fait, qui tient à la dualité, surtout une dualité simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 dualités, mais toutes les dualités sont réductibles à une seule. Et justement, c'est là que le problème se pose, c'est que pour certains, chaque mot a son poids, le choc des mots, comme dirait par image, chaque mot a son poids, ça devient très complexe. Alors que dans le domaine de l'expression visuelle, et non plus dans l'expression orale, finalement, les choses sont beaucoup plus simples. Sont beaucoup plus simples. Les mêmes actes peuvent être décrits par toutes sortes de mots différents, mais ce sont les mêmes actes. Donc, en fin de compte, tous ces mots renvoient à une même réalité et ça ne fait pas sens de ne pas les relier entre eux que de ne pas les assimiler les uns aux autres en les mettant dans une sorte de famille où tous les mots qui se ressemblent se retrouveraient.